Alors, Saison des ruines, c'est un diptyque qui présente deux trajectoires parallèles. D'une part, on a Annie, une jeune Anglaise qui vient de finir l'école et qui ne sait pas très bien ce qu'elle va faire de sa vie. Et d'autre part, on a Michel, paysan de montagne, qui a toujours connu l'alpage et qui compte bien y finir ses jours. Annie va comprendre à la fin de l'école que la société, les exigences, tout ça, le travail, c'est un monde qu'elle ne comprend pas, dont l'école lui échappe. Elle va se trouver contrainte par la société, ses rêves vont se faire éclater petit à petit, et Michel va également se trouver confronté d'une autre manière à des contraintes sociales qui vont en fait précipiter sa chute. L'idée de ce roman est née quand j'étais en Angleterre, près de Preston, et un jour je me baladais à Blackpool, c'est une petite ville avec beaucoup de quartiers défavorisés, et j'ai croisé un groupe d'adolescentes qui, chacune, poussait sa propre poussette, qui contenait son propre enfant. Et on m'a expliqué qu'en fait, ces filles, à 14 ans, se font mettre en cloque, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'une fois qu'elles ont accouché, elles touchent l'aide sociale. Et c'est ainsi qu'ont fait leur mère, et leur mère avant elles. Alors en fait, j'ai imaginé le personnage d'Annie comme une fille-mère, qui allait suivre ce fameux moule et toucher l'aide sociale pour le reste de sa vie. Je me suis dit que c'était quand même un petit peu facile. Et donc j'ai transformé Annie dans une fille qui, au contraire, avait envie de se battre, avait envie de s'en sortir et voyait ce qu'était devenue sa mère. Pour Michel, c'est un personnage qui a été largement inspiré par mon père, notamment, et par mes voisins. Ce sont des gens qui aiment le travail physique, ce sont des gens qui aiment vivre simplement, qui sont un peu bourrus et qui, en fait, sous leur dehors d'hommes ultra robustes et efficaces, en fait, cachent un cœur d'or. Mais il faut savoir le trouver. Mon pessimisme dépasse largement la seule société et rejoint un constat pessimiste sur l'ensemble de l'humanité. Mais je pense que tout le monde, y compris les décideurs, y compris les dirigeants, est pris dans une nasse. Et que cette nasse, ma foi, vous pouvez choisir l'image au choix, soit on est en train de la lâcher d'un Boeing, soit on est en train de la couler au fond de la fosse des Mariannes. Ma vision de l'avenir est relativement sombre, mais pas désespérée. On peut imaginer qu'il y ait un réveil. Ce réveil, malheureusement, devrait être précédé d'une catastrophe. C'est un peu comme ça que je le vois. Pour ça, je rejoins pas mal la vision d'Asimov dans Fondation et Fondation Empire, où justement il y a des siècles de chaos qui précèdent la véritable renaissance de l'humanité. Et que cette phase de chaos est un mal nécessaire pour renaître et pour aller de l'avant dans une vraie direction cette fois-ci. C'est une question extrêmement difficile parce que le dernier livre que j'ai aimé et lu n'existe pas vraiment. Je lis beaucoup, j'en lis plusieurs à la fois. J'ai lu beaucoup de Celan ces derniers jours, c'est vraiment un poète que j'adore. Quand je dis lire beaucoup de Celan, ça veut dire que j'ai dû lire 5 ou 6 de ses poèmes. Je les lis si possible en allemand, mais c'est une lecture qui me met beaucoup de temps à digérer. J'ai lu le dernier Claro, que j'ai beaucoup aimé, aussi en poésie. Là, j'ai traversé une phase très poétique, peut-être aussi parce que je travaille moi-même sur des poèmes, et que c'est une bonne manière de déprimer par rapport au vers que j'essaye de commettre. J'ai connu quand même passablement de situations ennuyeuses. Je ne pourrais pas vraiment dire laquelle je préfère ou que je choisis ou dont je ris le plus. J'ai souvent l'impression, en m'observant, que je suis passablement risible ou ridicule, ce qui fait que je ris souvent de moi a posteriori. C'est souvent un rire jaune aussi, en me disant que j'aurais pas pu, ou j'aurais mieux dû, ou mieux pu. Donc c'est un peu une question embarrassante elle aussi. Ma plus grande peur, j'aimerais beaucoup répondre avec une phrase très platonicienne, socratique, en disant qu'on ne peut pas avoir peur de ce dont on ignore tout, ou quelque chose comme ça. Cela dit, je pense que je suis nourri de craintes et pétri de craintes qui concernent beaucoup de choses autour de moi, et principalement, je pense, les autres. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, même de très anxieux, et ce qui fait que je redoute beaucoup de choses pour les autres, que ce soit pour ma compagne actuelle ou pour sa vie à elle, ou ce genre de choses. Pour moi-même, je dirais, j'ai des craintes bien entendu, j'ai déjà vécu quelques maladies graves par le passé. Ma crainte est plus de l'ordre d'autrui.
que ce soit pour la société ou pour les gens qui me sont proches. Si je pouvais être ailleurs maintenant, je pense que je serais simplement sur la terrasse d'un bistrot ou dans un bistrot précis à Lausanne, en train d'écrire et de boire une bonne bière. Je pense que pour moi, là, c'est la quintessence du bonheur. Elle se retourne pour la énième fois sur le matelas, posé à même le sol, où il suce méthodiquement l'humidité du bâtiment décrépit. Les murs sont noirs par endroits, l'ampoule pend du plafond, blafarde seulement. Elle a grillé il y a bien longtemps. Un mauvais jour s'esquinte entre les lamelles du store rouillé, projetant des stries de guingois dans la pièce. On a dû y brûler des déchets parce que des détritus calcinés s'entassent dans un coin, à côté d'un bidon renversé. À l'opposé, il y a les affaires de James, une vieille commode avec des autocollants de gosse, Dumbo et ses oreilles, quelques poneys aux couleurs criardes. Il l'a sans doute récupérée dans la rue, après le départ d'une famille pour le sud ou celui d'enfants pour un foyer d'accueil.